bataille de Waterloo est un thriller. Tout le monde s'est emparé de Waterloo. Waterloo, c'est la chute d'un homme. Imaginez pour la première fois la gare de recul. C'est la fin d'un monde. C'est une bataille que Napoléon aurait pu gagner. Mais il l'a perdue. En Belgique, Napoléon et Waterloo sont indissociables. Et pourtant, ce serait une erreur de réduire le passage de Napoléon sur nos terres à cette unique bataille qui s'est déroulée ici, le 18 juin 1815. Car si c'est la soif de pouvoir de ce redoutable stratège militaire qui l'a conduit à Waterloo, c'est incontestablement son intelligence extrême, celle d'un visionnaire hors du commun qui lui a permis de transformer en profondeur notre société. Napoléon Bonaparte a laissé un héritage considérable dans toute l'Europe, et en particulier donc en Belgique. On ne peut pas comprendre la Belgique contemporaine sans faire référence à cette période qui nous a laissé, parce que nous avons été citoyens français pendant 20 ans, un héritage absolument considérable. Phénomène complexe que cet impact napoléonien, de l'impact de ce régime français, 20 années seulement, mais 2 siècles de survivance. Que de chemins parcourus en moins de 20 ans, que de sacrifices aussi consentis par nos populations, car c'est par la force que Napoléon bâtit son empire et par la ruse qu'il fait de nous des citoyens français à part entière, prêts à verser leur sang pour servir son ambition. Ironie de l'histoire, nous tirerons profit de cet incroyable héritage bien plus vite que nos voisins français, comme vous allez le comprendre en suivant ce numéro exceptionnel de Mater, intitulé « Napoléon chez les Belges ». En grand organisateur de l'État, Napoléon va découper nos régions en 9 départements, qui sont les ancêtres de nos provinces. C'est de cette façon seulement qu'il pourra exercer son contrôle sur ces territoires fraîchement conquis. En fils de la Révolution, Napoléon va créer un code garant d'une justice équitable pour tous. Si aujourd'hui, par exemple, depuis près de 200 ans, le divorce est un droit, c'est grâce au code napoléonien auquel on se réfère toujours. Et si Napoléon s'est parfois dit être l'héritier de Charlemagne, c'est parce que comme lui, il veut bâtir un empire européen. Comme lui, il aurait pu revendiquer également d'avoir inventé l'école. Ce qui est certain, c'est que c'est à lui que nous devons l'organisation primaire, secondaire et supérieure de notre enseignement. Et si nous calculons nos poids et mesures selon un système décimal, le système aujourd'hui le plus répandu au monde, c'est par la volonté de Napoléon. Il souhaite favoriser le commerce, développer l'industrie et particulièrement l'industrie minière. C'est pour cela que dans tout son empire, on calculera le charbon en tonnes, le sucre en kilos et le tissu en mètres. Et on payera dans une monnaie unique. Ce rêve de monnaie commune à tous comme l'euro, qui a vu le jour en 2000, c'est Napoléon qui l'a imaginé, mais son règne ne lui permettra pas sa mise en œuvre. La Révolution française de 1789 ébranle la société d'Ancien Régime et provoque à terme la chute de la monarchie. Sur ces décombres arrive Napoléon, jeune officier d'origine corse, qui après avoir conquis l'Italie et l'Égypte, auréolé de gloire, prend le pouvoir en novembre 1799. Napoléon est un homme qui a pris le pouvoir. Quand il renverse la représentation nationale au coup d'État de Louis-Brumaire, il prend le pouvoir. Quand il se fait couronner empereur, il prend en fait la couronne. Et donc Napoléon est un conquérant d'espace, c'est aussi un conquérant de son propre pouvoir. Mais Napoléon,
Donc, il fait fantasmer. Bah oui, c'est un personnage étonnant, un génie, une intelligence supérieure, un grand tacticien et stratège militaire dont on étudie encore aujourd'hui, j'allais dire, l'effet d'armes pour s'en inspirer. Mais il y a tout de même aussi les défaites. Napoléon va terminer lamentablement en dictateur militaire, en despote. Il va bafouer toutes les libertés, la liberté de la presse en particulier. En 1803, Napoléon Bonaparte, alors premier consul, effectue à bord de sa berline un grand voyage dans les départements du nord de la France. C'est à l'occasion de ce premier voyage qu'il visite ce qu'on appelle déjà les États belgiques. À partir de 1795, la Belgique est annexée à la France et forme des départements français. Cette Belgique est elle-même composite puisqu'elle inclut à la fois les anciens Pays-Bas autrichiens, mais aussi la principauté évêchée de Liège qui a fait sa révolution en quelque sorte et qui a demandé son rattachement à la France alors que les Pays-Bas autrichiens se sont vus imposer ce même rattachement à la France. L'organisation administrative qui consiste à découper en territoires, en départements, est fixée définitivement avec Napoléon. Et à titre anecdotique, pourquoi est-ce qu'un département a cette taille? Pour calculer les limites d'un département, il fallait que, quel que soit l'endroit où on se trouve dans le département, on puisse rallier le chef-lieu en une journée de cheval. Et donc c'est comme ça qu'on a établi les frontières des départements. Et il divise nos régions en 9 départements belgiques. Je rappelle qu'à l'époque, Belgique est d'abord un adjectif, puisque la Belgique en tant que telle n'existe pas, en 9 départements belgiques, dont les 9 provinces, par la suite, ont été les héritières. Et l'État indépendant de 1830-31 va conserver l'appellation de province. Napoléon roule à vive allure à travers nos campagnes. Ce voyage et ceux qui suivront seront essentiels pour préparer son expédition contre les Anglais et mettre les côtes du Nord en état de défense. De nombreux chroniqueurs raconteront cette épopée. Parmi eux, un certain Constant, valet de chambre de Napoléon. Il voue à son premier consul une admiration sans borne et ces récits, vous allez le voir, sont impressionnants. Je suis Constant, le valet de chambre de Napoléon. Je viens de Pérouet. Ce voyage du premier consul, je m'en souviens comme si c'était hier. Nous sommes entrés en Belgique le 9 juillet 1803 à hauteur du petit village de Ménin. En tant que valet de chambre de Napoléon, j'ai eu l'honneur de l'accompagner partout. Et j'ai partagé beaucoup des secrets de sa vie intime et politique. Le premier consul était curieux de voir comment il allait être reçu. Peut-on être mieux qu'au sein de sa famille? Quel accueil! Qu'est-ce que je ne donnerais pas pour revivre ces joyeuses entrées? Partout une foule immense, les rues n'étaient plus des rues, les gens les avaient décorées avec des fleurs éparses par terre, des tapis chatoyants, des meubles, des statues. Ils avaient vidé leurs appartements. Chaque préfet nous accueillait en nous offrant les clés de la ville. Les voyages du premier consul sont organisés comme des voyages de chefs d'État, préparés très minutieusement par les préfets qui ont tracé le parcours, qui ont invité les populations à venir se masser sur le passage de Napoléon pour l'applaudir, pour l'acclamer, qui ont aussi contribué à faire construire des arcs de triomphe qui sont là pour symboliser le passage du premier consul. Les autorités sont présentes, le préfet aux frontières du département, l'évêque, le maire qui apporte les clés de la ville au premier consul. Citoyen premier consul, par cette visite en notre cité,
vous vous convaincrez que les nouveaux Français ne cèdent en rien aux anciens, dans l'amour et la reconnaissance qui vous sont dus à tant de titres. Napoléon est accompagné d'une suite nombreuse, avec en premier lieu sa femme, Joséphine, première dame en quelque sorte, qui doit à ses côtés incarner un couple présidentiel venant à la rencontre du peuple. Ah, quel souvenir. Napoléon représentait la liberté, l'égalité, la fraternité. Soon I'm gonna wake up. Someone's gonna bring me round. Running from the bombers, hiding in the forest. Partout où il passe, le premier consul inspecte les écluses, les chenaux et les ports, et partout, c'est le même constat, il y a beaucoup de chantiers à entreprendre. Il faut restaurer ces ports et assurer la défense des villes côtières. Napoléon souhaite les transformer en relais pour ses flottilles du Nord. Son ambition est claire, il souhaite envahir l'Angleterre. Oui, la perfide Albion. Les objectifs de Napoléon Bonaparte lorsqu'il se rend en Belgique sont d'abord d'ordre militaire. Il s'agit de contrôler la situation des côtes, en particulier face à l'Angleterre qui est à nouveau entrée en guerre contre la France en mai 1803. L'objectif est aussi économique, c'est dynamiser une région qui est déjà très avancée sur le terrain économique en allant à la rencontre des entrepreneurs, des manufacturiers, en les encourageant, en favorisant aussi les grands travaux un peu partout dans la région. Et donc, il souhaite faire un tour d'inspection pour voir l'état des pays belges et il cherche à s'informer de l'état d'esprit qu'il trouve bon d'une manière générale et en même temps, sur le plan purement militaire, il a bien l'intention effectivement de constituer une armée d'invasion de l'Angleterre et donc on prépare les côtes. Et donc tout ça est en gestation, on y réfléchit. Napoléon est le premier à imaginer la construction d'un tunnel sous la Manche pour relier le continent à l'Angleterre. Il sait que les Anglais possèdent une flotte militaire remarquable. Il a conscience aussi qu'il n'est pas le meilleur stratège maritime. Mieux vaut donc attaquer les Anglais chez eux. Son rêve de tunnel, loin d'être une utopie, prend tout son sens. C'est incroyable, non? Un tunnel sous la Manche. Il n'avait peur de rien. Peut-être que s'il était resté au pouvoir, il serait construit ce tunnel. Vous imaginez? On lui a proposé plusieurs inventions, dont la création d'un passage souterrain sous la Manche. Bon, était-ce pensable avec les moyens de l'époque? Combien de temps est-ce que ça aurait pris? Une grosse question. L'investissement devait être conséquent. Il y avait idée aussi de passer avec des montgolfières. Enfin, tout a été essayé en termes de projet. Mais Napoléon était quelqu'un qui est plutôt conservateur. Comme il pensait avant tout que la victoire passait par les gros bataillons. Et donc, l'idée était avant tout d'utiliser les masses que représentaient les armées de la République. Si Napoléon a l'ambition d'envahir l'Angleterre, il craint aussi qu'elle ne l'attaque. Ici, à Ostende, par exemple, il fait construire un fort qui sera achevé en 1812, mais qui ne servira jamais. Il réunit aussi dans la ville, à l'est et à l'ouest, dans des baraquements, 25 000 hommes. Oui, enfin, les 25 000 hommes, il ne les a pas. Il faut aller les chercher. À partir du moment où on crée une nation, où il y a un État-nation, il est normal que ce ne soit plus des mercenaires étrangers qui défendent le pays, mais que ce soit la nation en armes,
que ce soit les citoyens qui, par le service militaire, défendent la nation. La conscription, c'est la mobilisation des jeunes gens de 20 ans qui tirent au sort un numéro. S'ils tirent, comme on dit, un bon numéro, ils ne partiront pas à la guerre. S'ils tirent un mauvais numéro, en revanche, ils seront enrôlés. Oui, mais il faut bien qu'on mange quand même. Oui, je sais. Ah, cette fois-ci, tu vas pas y échapper. Ah bah, la conscription. La conscription, ça ne plaît pas à tout le monde. Il faut aussi penser qu'on va chercher les hommes dans la France profonde, dans la Belgique profonde, dans la Hollande profonde et d'autres pays. Ce n'est jamais amusant de voir partir son fils unique. Si seulement je pouvais l'éviter. Ah, c'est possible, hein. Ton père, il a plus de 71 ans? Non. On va te crever les yeux. Les aveugles, ils sont pas enrôlés. Non. Alors on te coupe un bras? Non. Bah, une jambe, si tu préfères. Jamais. Allez, juste une main, quoi. Encore moins. Alors c'est vrai qu'au-delà de cette conscription, il y a des gens qui veulent échapper. Il y en a qui tirent le bon numéro, il y en a qui se font remplacer. Ceux dont les familles possèdent de l'argent, ils peuvent trouver un remplacement. Parfois, c'est même Napoléon qui paye le remplacement. Mais que quelques soldats se mutilent le doigt, par exemple, ou les incisives, pour ne pas pouvoir arracher la cartouche, ou pour ne pas pouvoir tirer facilement de l'index sur la gâchette du fusil, oui, ça doit exister. Il y a peut-être une solution, tiens. Faudrait que tu te maries. Il faut te dépêcher, hein, parce qu'il faut que le mariage soit validé avant l'appel. Ouais, pourquoi pas, mais toutes les femmes sont prises. Non, pas toutes. Non, arrête, Marik. Non. Embrasse-moi. Non. Allez. Non. Embrasse-moi. Non. Allez, Non. embrasse-moi, s'il te plaît. Non, non, on a Allez. du boulot en plus. Puis je te le dis, hein, je préfère encore en mourir, tiens. Il est évident que, avec les exigences napoléoniennes, avec l'intolérance, les brutalités qui s'instaurent, ben, on remarque que, évidemment, l'armée devient de moins en moins tentante. On essaie d'échapper de plus en plus au service militaire. Vous avez compris qu'il y a des résistances qui sont de plus en plus fortes. C'est incroyable, tous ces gens qui veulent bien participer à l'État pourvu qu'ils n'aient pas à en supporter les charges. Ils ne réalisent pas que pour les autres départements, ils auront toujours l'air d'un pays étranger conquis tant qu'ils ne livreront pas leurs enfants à l'armée française. Excusez-moi, c'est tout droit. À mesure que Napoléon s'éloigne de Paris et pénètre en Flandre, l'accueil qu'il reçoit devient beaucoup plus mitigé. À Gand, l'accueil était tellement froid que vous ne devinerez jamais ce qu'il a fait. Il a demandé qu'on organise une grande messe. Il y est allé, et devant l'évêque de Gand. Cette grand-messe n'est qu'une pièce de plus dans un échiquier beaucoup plus grand. Napoléon sait que pour rallier à sa cause la population dévote, il doit redonner une place à l'Église. La Révolution avait interdit les cultes, donc on avait fermé les églises, mais dans beaucoup d'endroits, et en particulier d'ailleurs dans les départements de la future Belgique, il y avait des tensions très fortes. On va nationaliser les biens du clergé, interdire le culte, faire taire les cloches, ça c'est autre chose qui a perturbé les gens. Les cloches se taisent, or les gens n'ont pas de montre. Il y a 2 siècles, c'était le seul moyen de savoir quelle heure il était. Et donc concrètement, on a des gens qui réclament que les cloches sonnent. Mais le pouvoir nouveau, le régime nouveau, voit ça comme un symbole religieux. Napoléon, qui avait de grandes ambitions de conquête, savait qu'il ne pouvait véritablement se lancer à la conquête de l'Europe que s'il réalisait la paix religieuse à l'intérieur de la France. Et donc, il signe un concordat qui est une sorte de paix avec le Vatican. Il s'arroge évidemment la part du lion, il met en partie tout de même l'Église sous tutelle, mais les catholiques font à nouveau partie
du corps des citoyens français. Donc le Concordat, c'est une période d'apaisement et Napoléon lui-même va s'accommoder, s'arranger avec l'Église. On revient à une période plus calme et surtout là une organisation de l'Église, à une place de l'Église dans la société publique et des relations entre l'Église et l'État dont l'influence est encore bien présente aujourd'hui. Les effets du Concordat en Belgique sont toujours palpables. Nos fabriques d'églises, par exemple, qui entretiennent les bâtiments religieux et les églises paroissiales sont financées par l'État, de même que le salaire versé aux prêtres. La prospérité d'une ville comme Gand n'échappe pas à Napoléon. Pour la développer encore, il y crée une chambre du commerce, comme il le fait à Anvers, à Bruges et à Bruxelles. Il faut créer de la richesse et faire fructifier les capitaux. L'argent est le nerf de la guerre et Napoléon en a une à financer. Certaines de nos régions sont, après l'Angleterre, les régions les plus industrialisées d'Europe et sans doute du monde. Par exemple, la grande société Cockerill a été constituée donc en 1799 et constituait donc l'essentiel de la sidérurgie à l'époque française, ce que vous appelez l'époque française. C'est vrai également de tout ce qui concerne le tissage de la soie, du coton, du velours dans la région de Gand. À Gand, le premier consul visite la maison de détention, semblable en bien des points à la prison de Gand, où nous nous trouvons aujourd'hui. Napoléon est très impressionné par le travail mis en œuvre au sein de l'établissement pénitentiaire. De véritables petites usines tournent à plein rendement grâce à une main-d'œuvre réquisitionnée d'office et particulièrement bon marché. Je me souviens effectivement. Un certain Lieven Bowens y a créé un atelier de tissage très lucratif, grâce à une machine qu'il a importée frauduleusement d'Angleterre, ce qui n'était pas pour déplaire au premier consul. C'est au cours d'un de mes voyages en Angleterre que j'ai découvert la mule Jenny. Incroyable. Quel ange, hein? Une révolution, elle toute seule. Il me fallait une machine comme ça à Gand pour lancer mon affaire. Ce ne serait pas simple. Les Anglais promettaient la peine de mort à quiconque trahirait le secret de la mule. J'ai faim de fonder une entreprise ailleurs en Angleterre. C'est morceau par morceau que j'ai acheté la machine. Morceaux que je dissimulais dans des cargaisons pour le continent via Hambourg pour ne pas éveiller les soupçons. Il s'en est fallu peu pour que l'affaire encapotât. Lors d'une dernière livraison, on nous a vendus à la police. J'ai dû embarquer à toute allure, lancer le navire à toute vitesse. Nous avions la flotte anglaise à nos trousses. Aujourd'hui encore, ma tête est mise à prix par les Anglais. Vous voulez que je vous dise un secret? Maintenant que la machine est à Gand, mon frère est en train de la reproduire à 2000 exemplaires. Une véritable révolution industrielle est en route. Vous ne me croyez pas? C'est ce qui explique qu'encore vers 1900, la Belgique est la deuxième puissance économique au monde. Après Gand, c'est Anvers, où nous arrivons maintenant, qu'il souhaite rallier à sa cause. Napoléon disait « Anvers, c'est un pistolet braqué sur l'Angleterre ». C'est pour ça qu'il a soigné son entrée. Il a préféré délaisser sa berline et prendre un bateau. L'une des premières destinations de Napoléon Bonaparte au cours du voyage de 1803 en Belgique est le port d'Anvers, qui a un rôle stratégique évident face à l'Angleterre. L'Angleterre s'était toujours méfiée de la concurrence du port d'Anvers et Napoléon veut en faire une arme dirigée contre les îles britanniques qui sont entrées en guerre contre la France quelques mois plus tôt. La raison en est que du côté de l'Angleterre, on s'inquiète de la puissance et de l'hégémonie de la France en Europe, qui a conquis des positions en Italie du Nord, qui a réorganisé l'Allemagne à son profit ou au profit de ses alliés et qui apparaît donc comme une puissance menaçante pour l'Angleterre.
En arrivant à Anvers, Napoléon s'assure que les bateaux armés puissent naviguer sur l'Escaut. Pour cela, avec sa rigueur habituelle, il fait appel à son meilleur ingénieur hydrographe qui livre de l'Escaut les toutes premières cartes nautiques complètes et scientifiques jamais réalisées jusqu'alors. Napoléon Bonaparte se fixe Anvers comme objectif. C'est à la fois pour lui une manière d'armer un port face à l'Angleterre et en même temps d'encourager le négoce en concurrence avec les produits anglais. Oh, ça a l'air délicieux ici. C'est ici, dans cet hôtel de ville aujourd'hui de style néo-renaissance, que Napoléon est reçu en grande pompe. Enfin, le bâtiment a bien changé. Oui, effectivement, il était reconstruit en 1856. En tout cas, la soirée s'est terminée bien tard de la nuit. Et Napoléon travaille assidûment la nuit, inquiétant souvent son entourage qui lui reproche son rythme infernal. Ainsi, dès 3 h du matin, il n'hésite pas, suivi d'un faible détachement de sa garde d'honneur, à visiter la ville. Il va voir la citadelle, s'attarde à ce qui reste alors des installations du port, inspecte les fortifications et fait le tour des remparts. La ville a le visage d'une cité médiévale et compte 60 000 habitants. Napoléon disait « J'ai parcouru votre ville, elle ne représente que des décombres et des ruines. Elle ressemble à peine à une ville d'Europe. J'ai cru ce matin me trouver dans une ville d'Afrique. » Et avec son esprit méticuleux, Napoléon réorganise la ville en un vaste arsenal maritime. Quais, ports, bassins, tout est à faire. En 1803, il décide la fabrication de ces 2 bassins, dont un des 2 porte toujours son nom aujourd'hui. Pour cela, il fait venir de Brest 600 forçats. Son intention, y parquer sa flotte militaire. Vous imaginez? Il voulait construire 22 cales sèches. Il voulait pouvoir y fabriquer 22 bateaux en même temps. C'était gigantesque. Un ambitieux projet qui n'aboutira jamais, mais qui jettera les bases du port d'Anvers. Il y a eu donc une extension du port, la création assez connue donc de bassins qui existent encore aujourd'hui, mais également d'installations, des chantiers navals qui ont occupé plusieurs milliers d'ouvriers et la construction donc de bâtiments de ligne, comme on disait, donc des vaisseaux de 74 canons qui ont constitué une flotte qui pouvait constituer une menace. Mais, comme on le sait, jusqu'à la fin de l'Empire, aucune offensive maritime ne sera lancée par Napoléon et Anvers restera cette ville-port, cette ville-forteresse armée contre l'Angleterre. Le port d'Anvers, un port résolument moderne, 2e port européen, 4e port mondial. Ici, chaque année, sur plus de 13 000 hectares de superficie et 163 km de pont, ce sont près de 2 millions de tonnes de marchandises qui transitent. Un trafic dense, possible notamment grâce à l'approfondissement de l'Escaut. Napoléon avait vu juste. Constant, quand on voit tout ce que Napoléon a fait pour ces villes du Nord, on se dit qu'il a dû être remercié, non? Napoléon ne supportait pas les remerciements. Il avait des mouvements d'humeur, il jetait son chapeau sur le sol ou encore sa montre. Qu'est-ce qu'il en a cassé des montres? Ah, les merci sont trop faciles. Non, c'est inacceptable, les merci. Quand on reçoit un cadeau, on est obligé, on est redevable. Voilà tout. C'est tout droit vers Bruxelles. Alors que dans certaines villes du Nord, plus aristocrates et dévotes, l'accueil est mitigé, à Bruxelles, Napoléon est reçu comme un roi. Foule hurlant. Vive Bonaparte! Ça faisait chaud au cœur de voir ça. Il faut dire que Napoléon avait donné 300 000 francs au maire de la ville pour qu'il nous prépare un accueil digne de ce nom.
Si nous sommes au château de Laeken, c'est parce que Napoléon était tombé sous le charme de cette propriété. À l'époque, il souhaite acquérir un pied-à-terre pour y séjourner lors de ses visites dans les départements réunis de Belgique. Il rachète alors, naturellement, le domaine, appelé château de Schoonenberg, à des spéculateurs peu scrupuleux qui souhaitaient le démolir pour en récupérer les matériaux. En 1812, Napoléon offre à sa première épouse, Joséphine de Beauharnais, le château de Laeken, en compensation du palais de l'Élysée qu'elle occupe alors et qu'il souhaite récupérer. Elle élabore plans et travaux d'embellissement, mais n'y séjourna jamais. On y trouve de nombreux objets datant de l'époque de Napoléon. Parmi ceux-ci, ces fabuleuses tapisseries des Gobelins d'une valeur inestimable. Dans ces salons, lors de la soirée donnée à l'occasion de l'arrivée de Napoléon à Bruxelles, les conversations vont bon train. Le code civil, auquel Napoléon a largement contribué, est sur toutes les lèvres et c'est une vraie révolution. Quand Bonaparte prend le pouvoir, lui et évidemment une équipe de juristes qui l'entourent ont essayé de remettre de l'ordre dans l'énorme production de lois issu de la Révolution, dans tout ce travail parlementaire qui a consisté à abolir un ancien régime et en établir un nouveau. Le Code civil reste la grande œuvre de Napoléon. Il en a lancé le projet en 1800, il finira par être promulgué en 1804. Il synthétise le droit d'Ancien Régime et le droit révolutionnaire pour fonder les bases d'une nouvelle société, fondée sur la famille, sur la propriété, puisque le Code civil s'intéresse aux personnes et aux biens et règle toutes les questions qui se posent, par exemple, en termes de contrat. Il y a là un mouvement qui est initié, qui est absolument décisif, parce qu'il marque encore notre organisation de vie. D'ailleurs, le code Napoléon est encore en usage aujourd'hui, il a connu des évolutions, mais il y avait aussi le code pénal, le code du commerce. Bref, c'est le principe. Diriger les relations publiques, mais aussi privé, public et même dans le monde privé, via des codes, via des règlements, via des règles, où, techniquement en tout cas, les principes d'égalité et de liberté sont préservés. Si jusque-là le mariage était religieux, dorénavant, il passera par les salles de mariage, comme celle où nous nous trouvons ici, au cœur de l'hôtel de ville de Bruxelles. Le Code Napoléon va véritablement révolutionner le mariage en lui donnant la forme d'un contrat prévoyant, comme pour tout contrat, de pouvoir le rompre. Et tout naturellement, le divorce fait son apparition. Monsieur le juge, j'ai tout fait pour m'opposer à ce mariage. Mais j'ai fini par céder aux supplications de mes parents, qui me tenaient responsable de la vie de mon futur époux si je me refusais à lui. Le mariage cesse d'être un sacrement pour être définitivement un contrat. Un contrat peut être rompu, c'est-à-dire que c'est la légalisation du divorce, chose qui était impensable sous l'Ancien Régime. Et le divorce ne sera jamais supprimé de la législation belge depuis le début du XIXe siècle. Je puis vous assurer que c'est tout à fait exceptionnel. Ce mariage est un mariage très malheureux, monsieur le juge. Mais qu'entendez-vous par malheureux? Il me cocufie. Et ces adultères ont-ils eu lieu au domicile conjugal? J'implore le divorce, monsieur le juge. Avez-vous quelque chose à ajouter pour votre défense, jeune homme? À bas la conscription. C'est elle qui est la cause de ces mariages déplorables. Ce n'est pas de ma faute, monsieur. La cour se retire. Plus chaotique que la justice d'Ancien Régime, c'est difficile d'imaginer. Sur un même village, vous pouviez avoir 3 seigneurs
l'un ayant la haute justice, l'autre la moyenne justice, etc. Un enchevêtrement invraisemblable. On vient d'une situation antérieure où on a des droits différents d'une région à l'autre, voire d'un village ou d'un morceau de village à l'autre, où les juridictions peuvent être différentes suivant votre statut, que vous soyez membre du clergé ou militaire, vous avez droit à des tribunaux spéciaux, par exemple, sous l'Ancien Régime. Tout ça va être réorganisé au nom, j'allais dire, de la raison, au nom d'une vision de clarification, une vision pédagogique aussi, si l'on veut, d'universalisation de l'exercice de la justice. Et l'on voit naître dans les réformes judiciaires du XIXe siècle des appellations qui sont toujours en place aujourd'hui, des justices de paix, des tribunaux de première instance, des cours d'appel et une cour de cassation. Ces appellations-là, c'est une invention de la période française. Pour arriver à ses fins, Napoléon a besoin d'unité et de stabilité. Pour cela, cet insatiable conquérant va transformer en profondeur la société civile tout entière. Il uniformise la langue, la monnaie, la justice et l'enseignement, une étape nécessaire pour asseoir son autorité. Parmi l'ensemble des réformes qui caractérisent la période du Consulat, il y en a une qui concerne l'enseignement. Elle a été établie en 1802 et elle prévoit la réorganisation de l'enseignement secondaire à travers les lycées qui doivent dispenser un enseignement fondé sur les humanités et sur les sciences, essentiellement au fils des notables. On est convaincu que c'est par le savoir que l'on va émanciper l'homme et le libérer d'un certain nombre de servitudes, y compris intellectuelles. Et le libérer aussi par rapport à la religion, au dogme, soyons clairs. Il y a de cela aussi. C'est-à-dire faire en sorte que cet homme-là soit à même d'utiliser de plus en plus son libre arbitre. Bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler du système métrique et principalement de ses origines. Mais savez-vous d'où il vient ? Pour favoriser l'essor du commerce et de l'industrie, Napoléon uniformise le système de mesure encore très aléatoire à l'époque. Il crée un système métrique généralisé qui est toujours aujourd'hui le système le plus largement utilisé au monde. On mesurait à Liège en pied de Saint-Lambert et à Bruxelles avec un autre système de mesure. Et il y avait parfois des variantes régionales. Et la taille du pied de Saint-Lambert a elle-même varié au fil de l'époque. Donc il n'a pas toujours chaussé la même pointure, si on peut dire. Mais le régime nouveau, justement, introduit l'uniformité. Ce qu'on va désigner sous le nom de système métrique, c'est-à-dire un système décimal qui n'était pas en usage auparavant. Chaque pays, chaque région ayant ses propres manières de compter, même lorsque les termes étaient identiques. On peut prendre l'exemple de Napoléon qui mesurait 5 pieds 6 pouces, ce qui pour les Anglais faisait une taille d'1,58 m, alors qu'en France, on estimait cette taille à 1,68 m, d'où la différence de perception du personnage qui apparaissait comme un petit homme pour les Anglais, alors qu'il était d'une taille tout à fait normale pour les Français. Donc, volume, distance, surface, tout cela, on va introduire le système décimal. Et ça, c'est assez fantastique. Après la France, au milieu du XVIIIe siècle, quel est le deuxième pays à pratiquer le système décimal? C'est la Belgique, qui n'abandonnera jamais. Le 1er août à 6 h du matin, la berline de Napoléon met le cap sur Liège. Liège? On va s'amuser, vous allez voir. Non, c'est Liège. Ah non, c'est Liège. Non, ça a toujours été Liège. Ah, là, ça s'écrit L-I-E-G-E. L'orthographe a changé. Bon, mais cap sur Liège.
Vous entendez? Ce sont les canons de la citadelle qui tonnent pour accueillir la suite consulaire. Ici, l'enthousiasme n'était pas fin. Les gens venaient de partout, de la campagne, des faubourgs. La population avait triplé. Les gens dormaient sur le bord de la route. Napoléon n'arrivait quasiment pas à se frayer un chemin, tellement la foule retenait la bride de son cheval, soulevait ses étriers, embrassait ses genoux. Lorsque Napoléon arrive à Liège, il est accueilli en héros dans une principauté qui vient de vivre, à l'image de la France, sa propre révolution. Les Liégeois, eux aussi, se sont battus au nom de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Ils vibrent d'un même cœur, d'un même esprit. Ainsi, tout naturellement, lorsque Napoléon arrive en ville, c'est le maire en personne qui l'accueille. Napoléon a particulièrement apprécié le discours très bref du maire Bailly. L'amour des Liégeois pour la République a devancé ses triomphes. Ils se sont donnés. Ils n'ont pas été conquis. Nous sommes au musée des Beaux-Arts de Liège qui abrite l'un des plus beaux portraits de Napoléon. Cette œuvre magistrale que l'on doit au peintre Auguste-Dominique Ingres et offerte à la ville de Liège suite à la visite de Napoléon le représente dans sa tenue de premier consul. Ce tableau est en quelque sorte la photo officielle d'un Napoléon qui, une fois de plus, agit en homme de communication. Napoléon est un génie militaire et c'est aussi un homme qui a le génie de la communication dans ce que la communication peut avoir de mise en scène médiatique. Il va se retrouver sur tous les supports, y compris iconographiques, y compris la peinture, y compris la sculpture. Donc c'est un homme qui a maîtrisé son image. On y voit Napoléon Bonaparte posant la main sur un décret qu'il vient de signer qui fait référence à son projet de reconstruire le faubourg d'Hammercœur à Liège, où il était passé, qu'il avait visité, faubourg qui avait été dévasté par les troupes autrichiennes qui refluaient en 1794. Un quartier qui n'est plus que ruine lorsque le maire Bailly intercède pour lui auprès de Napoléon. Citoyen premier consul, les désastres d'Hammercœur sont connus. Le massacre d'une foule de citoyens, le sac de leurs habitations eurent pour seule cause le dévouement de ce quartier à la liberté. Consul, jette un regard sur ces ruines et que l'on dise « Il vint, il vit ces mots et ce moment n'est fini ». À l'arrière-plan de ce tableau, curieux anachronisme, on aperçoit la cathédrale Saint-Lambert. Ce qui est impossible, puisque lorsque Bonaparte évolue, il n'y a plus de cathédrale, elle est détruite. Néanmoins, ça ne signifie pas que Ingres n'était pas informé ou ignorant. Simplement, il a introduit la cathédrale relevée comme symbole, comme métaphore de l'action de Napoléon vers l'Église catholique à l'occasion du concordat passé avec le pape. Le message étant, je suis là, moi, Napoléon, pour réconcilier les catholiques avec la Révolution et avec le nouveau régime que je suis en train d'installer. Nous sommes à l'école d'armurerie Léon Mignon à Liège, la seule école francophone à former au métier d'armurier en Europe. Cette école est certainement l'émanation de l'ambition que Napoléon avait pour le bassin liégeois, dans lequel on trouvait un savoir-faire de qualité et les matières premières nécessaires à la fabrication des armes.
Lorsque Napoléon Bonaparte visite Liège, il comprend très vite qu'il a affaire à une ville très expérimentée dans le domaine de la fabrication des armes et il va orienter encore un peu plus la ville dans ce sens en transformant la manufacture en une manufacture nationale qui doit fournir des canons, des fusils pour une armée qui est en pleine reconstitution à l'époque. Napoléon voit dans les ressources de ce bassin liégeois une belle opportunité. Il doit armer les navires postés à Anvers et les soldats. Pour cela, il visite les différents armuriers de la ville, mais ne passera commande de plusieurs milliers de fusils qu'auprès d'un seul, le plus réputé. Et il lui donne l'exclusivité des ventes d'armes, précipitant de cette façon les autres armuriers liégeois dans la faillite. Napoléon souhaite aussi créer une fonderie de canons maritimes, et pour cela, il s'adresse à un certain Jacques Constantin Perrier. Construire une fonderie pour fournir 3000 canons marins en 10 mois, ce n'est pas donné à tout le monde. Napoléon avait besoin d'un homme extrêmement fiable. Il a pensé à moi. Il m'a demandé une étude approfondie de la faisabilité du projet. Résultat, 1 700 000 francs. Je veux dire, j'ai demandé 1 700 000 francs à Napoléon pour sa fonderie. Sur les ruines du prieuré Saint-Léonard, j'ai fait construire 2 grandes halles, des entrepôts et un atelier. J'ai même fait construire un 2e atelier pour fabriquer la machinerie du premier. 6 machines à vapeur, d'une puissance de 96 chevaux, capables de forer 20 canons à la fois. Une technologie de pointe. Malheureusement, quand il a fallu fabriquer le premier canon, mais c'est un sujet dont je ne veux plus parler. J'en ai encore le cœur qui saigne. Il n'a jamais formé sa commande. Il a recherché partout le précieux sable vert, indispensable à la fabrication des canons. Il n'en a jamais trouvé. Il l'a recherché partout en Belgique. Quand on pense que la région de Liège en regorgeait... L'essor industriel lié au charbon et encouragé par Napoléon va nous propulser au cœur de la révolution industrielle. Notre pays sera un des fers de lance de cette révolution qui va changer la face du monde. J'ai essayé de comparer la production charbonnière française et la production charbonnière dans nos régions, à partir des statistiques qui existent pour la période napoléonienne et qui sont conservées aux Archives nationales à Paris. Eh bien, on arrive à la conclusion que les 2 départements belges, que sont le département de Jemappes et le département de Lourdes, produisent à eux seuls à peu près autant de charbon que l'ensemble des départements français. On ne peut pas parler de l'industrie minière sans parler de l'acte héroïque du Berghaufin. C'est à Beaujon, dans une galerie mal assurée, que l'accident est arrivé. Tout à coup de l'eau, beaucoup d'eau s'abat sur nous. Tout se passe très vite dans ma tête. Si je fonce, je peux sauver ma vie et celle de Mathieu, mon fils, mais pas celle de mes hommes. J'ai pas pu. J'ai pas pu abandonner mes hommes. Très vite, tout s'est effondré et on est resté emmuré. L'air commençait à manquer. Tout le monde s'affolait. J'ai réussi à raisonner mes hommes. 5 jours et 5 nuits, on a creusé. On y est arrivé. Le sourire de mon petit Mathieu quand il a revu la lumière du jour, ça c'était vraiment beau à voir. L'histoire du Berghaufin est absolument incroyable. Et pour le féliciter, Napoléon lui a accordé une pension à vie de 600 francs. Et il a permis à son fils Mathieu Gauffin de faire ses études au lycée impérial de Liège, aux frais de l'État bien entendu. Et ce n'est pas tout. Napoléon lui a accordé la croix de chevalier de la Légion d'honneur.
C'était la première fois que Napoléon accordait la Légion d'honneur à un homme issu du peuple. Il y a aussi un héritage social avec la création, donc en Belgique, de la première caisse destinée à financer la retraite, justement, des mineurs, avec un prélèvement donc de 2% à l'époque sur les salaires des ouvriers pour préparer leur retraite. Donc c'est la première caisse, en fait, d'allocation retraite existante en Europe. C'est la création d'une caisse de prévoyance pour les ouvriers mineurs et qui va permettre, je dirais surtout aux Français, peut-être un peu chauvin, de dire que Napoléon a créé des tas de choses et aussi la sécurité sociale. C'est vrai que c'est assez nouveau. On crée une caisse qui prévoit de secourir les ouvriers avec un mode d'organisation nouveau. Il y a même des ouvriers, et notamment le fameux Goffin, qui sont intégrés dans le conseil de gestion de cette caisse de prévoyance. Il y a le préfet, l'évêque, mais il y a des exploitants de charbonnage, mais il y a aussi de simples ouvriers. Regardez, de Berlin vient de s'engager sur la route Napoléon. Elle s'arrêtera encore à Huy, à Namur, avant de rentrer à Paris. En 1804, Napoléon devient empereur en se sacrant lui-même. Son empire est immense. Rome, Barcelone, Hambourg, Amsterdam sont quelques-uns des chefs-lieux des 134 départements français. C'est l'Europe qui est en train de se créer. Napoléon, devenu empereur, se trouve confronté à une opposition de toute l'Europe. En 1805, c'est une coalition formée par l'Angleterre, la Russie et l'Autriche, qui va conduire à la victoire d'Austerlitz le 2 décembre 1805. L'année suivante, il est à nouveau confronté à l'Angleterre, à la Prusse et à la Russie. Ce sera à nouveau une victoire pour Napoléon, contre les Prussiens d'abord, contre les Russes ensuite. Et c'est à l'occasion de cette campagne de 1806 que, arrivé à Berlin, Napoléon décrète le blocus des îles britanniques, ce qui est une façon de dire aux Anglais que depuis la capitale de la Prusse, il les nargue en quelque sorte, il lance un défi, une guerre économique, l'objectif étant d'empêcher l'arrivée des produits anglais sur le continent européen. La volonté de Napoléon en instaurant le blocus continental, c'est de faire une véritable guerre économique à l'Angleterre, puisqu'il n'a pas réussi à la conquérir militairement. Il veut asphyxier ce pays en empêchant les produits anglais de venir sur le continent européen. Parmi les effets du blocus continental, il y a l'arrêt de l'importation des produits coloniaux, très prisés en Europe, le café, le cacao et bien sûr le sucre qui était produit traditionnellement par la canne à sucre. Saviez-vous que le sucre belge, le sucre de betterave tel qu'il est fabriqué ici à la raffinerie Terlemontoise depuis bientôt 180 ans, était né sous l'impulsion de Napoléon? Privé de sucre de canne à cause du blocus continental, Napoléon encourage le développement d'un sucre à partir des betteraves qui présentent des propriétés similaires à la canne. Dès 1798, une première sucrerie expérimentale voit le jour à Bruxelles, dans l'abbaye du Bois-de-la-Cambre, alors à l'abandon. Notez que le sucre produit à l'époque avait un goût assez différent du sucre que nous connaissons aujourd'hui. Aujourd'hui, ce groupe sucrier produit près de 600 000 tonnes de sucre par an. Il est un des leaders européens dans son secteur. Vous désirez un peu de sucre? Ah, volontiers. Le sucre, le cristal, le lin, toutes ces industries, c'est Napoléon. Quel homme puissant. Vous savez ce que Hegel, le grand philosophe, disait de lui? J'ai vu passer l'âme du monde à cheval. Voilà ce qu'il est, l'âme du monde. Excusez-moi, je ne peux pas vous laisser dire ça. Je vais vous dire moi ce que je pense de cet homme.
C'est un ogre, un être sanguinaire qui met toute l'Europe à feu et à sang. Attendez, c'est pas de sa faute. On l'attaque, il faut bien qu'il se défende. Et il faut dire que c'est un vrai génie militaire. Un génie? Un vrai tyran, oui. Qui envoie des centaines de milliers de jeunes gens se massacrer pour sa propre gloire. Il a mis fin à 10 ans de révolution. Il a fait de la France un État moderne. Il a réorganisé les institutions, la justice, l'enseignement. C'est un visionnaire, un organisateur hors pair. Oh, ça va, ça suffit. Vous voyez cet aigle impérial qui met sur tous ces journaux de propagande? Oui. Vous savez comment on l'appelle, non? Non. Un canard. Ce canard est la caricature de l'aigle impérial qui figure en en-tête de toutes les parutions napoléoniennes et encore aujourd'hui, il désigne la presse quotidienne. S'il y a bien une liberté que Napoléon a contestée dans les libertés publiques, c'est celle-là, la liberté de la presse. Il déteste en fait cette liberté et donc bientôt on n'aura plus que 2 titres de presse par département, voire 1 titre de presse par département. Inutile de dire que dans ces conditions, il n'y a plus de presse. On le voit, petit à petit, le masque tombe. Napoléon divise. Celui qui se présentait en fils de la Révolution se comporte désormais en monarque absolu de droit divin, rêvant de dynastie. On peut considérer qu'à partir de 1810, l'Empire connaît un tournant qui se traduit sur le plan politique par le renforcement d'une gestion extrêmement autoritaire, marquée par des lois liberticides, la réinstauration par exemple des prisons d'État, marquée aussi par la lutte contre la crise économique, marquée enfin par la guerre, une guerre qui demande toujours plus de bras, d'hommes, pour venir combattre en Russie, puis en Allemagne, au point qu'on a considéré à l'époque Napoléon comme une sorte d'ogre qui mangeait ses enfants. En 1812, Napoléon a marché avec sa grande armée sur Moscou, en fait pour sanctionner le tsar qui n'obéit plus à cette logique de blocus avec l'Angleterre. On peut considérer que c'est le début de la fin. Certes, Napoléon va jusqu'à Moscou, mais la retraite est désastreuse et il laissera sur place près de 300 000 hommes. C'est une catastrophe dont il ne se relèvera jamais. Napoléon doit finalement renoncer et abdiquer le 6 avril 1814. Napoléon est donc envoyé à l'île d'Elbe, dont il est souverain. Il a une armée de 1000 hommes, il a une pension, et donc il règne sur une petite île, d'ailleurs qu'il va administrer comme si c'était un État en développant l'industrie locale, les routes, etc. Ce n'est pas quelqu'un qui s'arrête de bouger. Le paradoxe, la vraie étrangeté, c'est d'avoir mis un homme comme Napoléon à l'île d'Elbe, c'est-à-dire un jet de pierre de l'Italie et du continent. Napoléon à l'île d'Elbe, c'est vraiment la tentation qui est trop forte, et donc il n'y restera que quelques mois. L'île d'Elbe. Vous imaginez quelle humiliation? C'était une île bien trop petite pour un homme de son envergure. Un mouchoir de poche. 3 mois il a fallu à Napoléon pour réorganiser l'île de fond en comble. Pour refaire les routes, les ponts, l'irrigation des cultures. Pour relancer l'industrie minière, le commerce viticole. Enfin, vous imaginez bien qu'au bout de 3 mois, elle s'y est vite ennuyée. Et quand je pense que Marie-Louise n'est pas venue l'y rejoindre avec son fils, Marie-Louise ne viendra jamais rejoindre Napoléon sur l'île d'Elbe. L'ex-impératrice préfère rester auprès de son père, François Ier, à la cour de Vienne. Vienne, où se tient au même moment un congrès qui réunit les grandes puissances du continent européen. L'empire de Napoléon est en train d'être dépecé pour créer un nouvel ordre européen. Après la chute de Napoléon en 1814, les puissances sont confrontées à un vrai problème, c'est qu'est-ce qu'on va faire de l'Europe napoléonienne. Puisque Napoléon a tout chamboulé, il faut reconstruire une Europe sans Napoléon et surtout redistribuer les cartes et restaurer la géopolitique européenne en fonction des vainqueurs. Il y a 4 grands vainqueurs, la Russie, la Prusse, l'Autriche et l'Angleterre, mais le congrès de Vienne va rassembler en fait
un grand nombre de têtes couronnées, un grand nombre de diplomates. C'est la plus grande réunion diplomatique de l'histoire jusque-là. L'équilibre européen, ça consiste à dire que les grandes puissances doivent trouver un équilibre entre elles, et s'il le faut, au dépit des petites puissances et des petites nations. Et donc c'est pourquoi nous allons nous retrouver hollandais, parce que nous devons constituer une barrière contre la France qu'il faut diminuer. Et on ne demande pas l'avis des Belges, évidemment, dans cette procédure. Mais non, 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 non. Vous pensez que Napoléon était un homme à laisser faire ça? Laisser partir son empire en morceaux? C'est mal le connaître. Napoléon prend la décision de quitter l'île d'Elbe. En février 1815, il s'élance dans ce que l'histoire retiendra comme le vol de l'aigle. Napoléon débarque en France, golfe Juan, le 1er mars 1815. Il a très peu de moyens, à peine 1000 hommes, et c'est avec cette poignée de soldats, certes aguerris, qu'il engage la reconquête de la France, se heurtant à une armée qui refuse de tirer contre son empereur, se rallie à lui, alors que la population locale, les paysans, viennent sur les routes pour l'acclamer. Ces cavaliers n'ont même pas de chevaux, et d'ailleurs ils doivent porter leur selle sur leur dos. Et c'est dans ces conditions qu'il va entamer sa fameuse marche, qui va durer 3 semaines, et où il va reprendre le pouvoir à Paris, entrer aux Tuileries, sans qu'une seule goutte de sang n'ait été versée. C'est donc un retour triomphal qui permet de considérer que lorsqu'il arrive à Paris le 20 mars 1815, Napoléon est auréolé de gloire et peut tout espérer. De retour à Paris, Napoléon croit pouvoir négocier avec les 4 grandes puissances que sont l'Autriche, l'Angleterre, la Prusse et la Russie. 3 mois plus tard, c'est la désillusion. Ses offres de paix sont refusées. Ah, qu'est-ce que je disais? Vous voyez bien, ce sont ses ennemis qui voulaient la guerre. Le peuple, lui, l'a ramené au pouvoir. Il est légitime. Il y a plus d'environ 1 million d'hommes qui marchent non pas contre la France, mais contre Napoléon lui-même. C'est Napoléon qui est hors la loi. Et là, il va pratiquer comme dans sa jeunesse. Il a beaucoup moins d'hommes que ses adversaires, et donc l'idée est de les battre un par un. Napoléon espère une campagne courte et victorieuse, et l'opportunité se présente d'une campagne éclair, parce que Prussiens et Anglais sont en Belgique, mais sont séparés, puisque les troupes anglaises sont rassemblées dans le Brabant autour de Bruxelles, on va dire, et les troupes prussiennes sont à Namur et à Liège. Il y a une petite ouverture, une fissure dans le dispositif. Et évidemment, Napoléon l'a vu, et il va, à marche forcée, rejoindre la Belgique pour passer entre les Prussiens et les Anglais, avec pour point de passage la route Napoléon en Wallonie, si je puis dire, qui va passer par Charleroi. Dans sa course contre la montre, Napoléon rencontre de nombreux obstacles, comme ici, à Charleroi, où la Sambre n'est pas encore canalisée ni aménagée comme elle l'est aujourd'hui. Un seul pont étroit l'enjambe. Napoléon et ses troupes perdront donc un temps considérable sur le chemin qui les mène à Waterloo. Armel, Waterloo, ce sera sans moi. Je suis pas capable de revivre ça.
la bataille de Waterloo est symbolique à beaucoup d'égards. C'est la destruction, la disparition d'un dictateur admiré et craint, et pour l'Europe alliée et les Anglais, c'est la victoire définitive. Au lendemain de la bataille, c'est un spectacle de désolation. 35 000 blessés, 10 000 morts jonchent ces champs qui m'entourent. Une foule immense, mais aussi des têtes couronnées guidées par le vainqueur, le duc de Wellington lui-même, se rendent sur place pour constater la défaite de Napoléon. Cette effroyable bataille et ce qu'elle incarne inspirera les plus belles pages d'écrivains aussi célèbres que Stendhal, Chateaubriand ou Victor Hugo. 100 ans plus tard, pour la première fois, une loi de préservation du patrimoine sera adoptée, donnant à ce lieu toute sa dimension symbolique. Que se serait-il passé, par exemple, pour la Belgique s'il n'y avait pas eu Waterloo? Nous n'aurions pas connu la démocratie telle que nous l'avons connue à partir de 1830-31. Je me permets tout de même d'insister sur cet aspect. Que nous aurions connu une restauration monarchique entre 1815 et 1830. Qu'on aurait connu Napoléon III, qui est un autre dictateur militaire, et bien d'autres aventures. Donc, tout compte fait, si on jette un regard en arrière, Waterloo, c'est pas une catastrophe. Si Napoléon nous laisse un héritage incontestable, il écrit surtout une page essentielle de notre histoire, de la Belgique à venir et de notre identité. Merci d'avoir suivi avec nous cette épopée de Napoléon chez les Belges. Bonsoir.